Merci à tous ceux qui sont connectés. On a le plaisir d'accueillir le docteur Pamela Abdayen, qui est oncologue médicale thoracique à l'Institut Gustave Roussy et responsable du parcours poumon interception. Et elle va partager avec nous du coup aujourd'hui les modalités, actualités et perspectives autour du dépistage du cancer du poumon. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Morgane. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés. Merci à la CPTS Octave d'avoir organisé ce webinaire sur ce sujet très à la mode actuellement et très important. Je vais vous parler du dépistage du cancer du poumon aujourd'hui. Et au fait, à la fin de ma présentation, j'ai le plaisir d'avoir le docteur Berkane, Khalida Berkane, qui est notre médecin addictologue à Gustave Roussy, pour parler justement d'un sujet important qui est au fait le traitement par Champix pour arrêter de fumer, donc qui est de nouveau sur le marché et qu'on voudrait vraiment que ça soit vraiment partout et que donc vous êtes au fait les premiers prescripteurs de ce traitement et donc du coup on va parler un petit peu de ça. Euh, alors, du coup, je vais commencer la présentation par mes messages clés. Je commence et je finis par ces messages. Donc, le dépistage du cancer du poumon par scanner thoracique faible dose prévient un décès sur 5 par cancer du poumon. Donc ça, c'est déjà une réponse aux questions. C'est une des questions. Donc, le sevrage tabagique et le dépistage sont inséparables. Donc, il faut toujours qu'ils soient associés. Et au fait, on a beaucoup d'obstacles au déploiement de ce dépistage, on va en parler. Donc, il y a beaucoup de travail restant et donc d'où l'importance des programmes pilotes pour évaluer la faisabilité, pour essayer d'affronter ces obstacles, de les surmonter. Et donc, ça permet d'offrir une prise en charge holistique, comprenant scanner et sevrage tabagique, une prise en charge sécurisée de haute qualité. Et donc, ce qui est très très important, c'est la collaboration étroite entre la médecine de ville et les programmes pilotes. C'est crucial. On a besoin de vous. Plus, plus, plus. Donc, un petit peu d'épidémiologie. Le cancer du poumon, donc dans le monde, il a l'Oscar, mais on va dire pour les mauvaises intentions et raisons. Donc c'est le cancer qui est le plus fréquent en matière d'incidence. Donc si vous mettez les hommes et les femmes ensemble, et c'est surtout malheureusement le cancer qui tue le plus. Donc responsable du plus grand nombre de décès par cancer, c'est un décès sur 5 par cancer. C'est énorme. Et donc, si vous regardez un peu en France, donc on a 52 777 nouveaux cas en 2023, 30 900 décès en 2022. Donc, regardez combien c'est proche. Donc, pour un âge médian de 68 ans chez les hommes, 66 ans chez les femmes. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme, le troisième le plus fréquent chez les femmes. Et donc, si vous regardez un peu le sexe ratio, ça se rapproche. Donc, avant, c'était 9,6 hommes pour une femme. Maintenant, c'est 2,2 hommes pour une femme. Alors, pourquoi? Parce que les hommes ont commencé à fumer avant les femmes. C'était tabou que les femmes fument. Les femmes ont commencé à fumer dans les années 50, 60 avec l'émancipation de la femme. Donc, quand je commence à fumer, je vais pas avoir mon cancer du sein, du poumon directement. Je vais l'avoir quand j'aurai entre 65 ans et 70 ans. Et donc, ce qui fait qu'on a déjà recueilli les cancers du poumon chez les hommes, c'est maintenant qu'on est en train de recueillir les cancers du poumon chez les femmes. Et donc, ça explique pourquoi, en fait, l'incidence du cancer du poumon chez les femmes est en augmentation. Et ça, on le voit donc en pratique clinique. C'est un cancer qui est considéré de mauvais pronostic, avec un taux de survie net standardisé à 5 ans de 20%. Alors, on fait beaucoup mieux il y a les années 90, c'est sûr, mais ça reste quand même un patient sur 5 est toujours en vie à 5 ans. Donc c'est horrible, malgré toutes nos immunothérapies, tout ça. Donc je suis oncologue thoracique, j'adore on va dire ce qu'on a comme innovation dans le cancer du poumon. C'est juste qu'on est toujours très mauvais. Et donc pourquoi on est tellement mauvais? C'est parce que au fait 40 à 55% des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade tardif.
donc un stade 4. Et donc ça, on le voit. Donc quand je suis en oncologie thoracique, que je vois des patients pour la première fois, bah, la majorité du temps, donc c'est des patients qui sont déjà métastatiques. Et donc trouver des patients de stade 1 et de stade 2, c'est rare. Contrairement à Interception, qui est mon rayon de soleil, où au fait, mes patients qui sont dépistés, bah, c'est des stades 1. Donc c'est des gens qui sont opérés et après qui sont en rémission et qui vont très bien. Donc rien à voir. Les facteurs de risque. Alors, il y a le tabac qui est largement, en fait, le facteur de risque le plus important. Donc, il n'y a pas à comparer avec les autres facteurs de risque. Donc, ça augmente en général de 20 fois plus notre risque par rapport à une personne qui ne fume pas. On a d'autres facteurs qui peuvent potentialiser aussi le tabac, comme l'amiante. Donc les autres expositions professionnelles, comme le fait d'avoir déjà eu un cancer du poumon. Et donc ça, c'est un risque de deuxième cancer. On le voit en général, les 2 premières années, c'est le risque de récidive de la tumeur pulmonaire. À partir de la troisième année, bah, c'est un nouveau cancer. Et là, c'est surtout donc les gens qui continuent à fumer. Donc on se retrouve avec un nouveau patient, un nouveau cancer du poumon. Et donc là, les possibilités thérapeutiques sont plus restreintes. Donc c'est 1 à 2% par patient par an. Prédisposition génétique, c'est plus chez les non-fumeurs, c'est plus en Asie. Radiothérapie, donc on en voit beaucoup donc à Gustave Roussy parce que on a une bonne partie des patientes par exemple qui sont à interception, qui ont déjà eu un cancer du sein, qui ont de la radiothérapie adjuvante pour le sein, donc il y a une partie du poumon qui a été exposée et on voit donc des cancers du poumon chez ces personnes. Quand vous mettez du tabac avec de la radiothérapie, bah, vous augmentez considérablement le risque de faire un cancer du poumon. La pollution atmosphérique, donc ça a été montré la fibrose pulmonaire, la BPCO, le tabagisme passif, donc oui, ça augmente le risque, mais bon, rien à voir entre un tabagisme passif, c'est plus 26%, un tabagisme actif, c'est 20 fois plus, donc c'est 2000%. Et puis le radon, qui est le facteur de risque le plus fréquent chez les gens qui n'ont jamais fumé. Et donc qui vient en fait, c'est les rayonnements donc souterrains donc qui se retrouvent dans les bâtiments et quand c'est pas bien aéré, donc pas bien ventilé, donc on a une augmentation de la concentration de radon et donc c'est le facteur de risque principal chez les non-fumeurs. Et quand vous mettez du radon et du tabac, vous multipliez le risque par 20 d'avoir un cancer du poumon par rapport au radon seul. Et donc, tabac, toujours le grand gagnant. Donc, quand il y a du tabac, bah, c'est difficile de regarder les autres facteurs de risque. Et donc, le tabac tue jusqu'à la moitié de ses utilisateurs qui n'arrêtent pas de fumer. C'est énorme. Et 8 cancers du poumon sur 10 sont liés au tabac. On a à peu près, dans le monde, une personne sur 7, on va dire, donc, qui fument régulièrement. C'est très différent, c'est très variable en fonction des continents. Donc, on a beaucoup en Asie, beaucoup en Afrique. Donc, beaucoup moins en Australie, par exemple, ils sont à 10%. Donc, en Amérique. Voilà. Et donc en France, donc quels sont les chiffres donc en France euh, donc euh, donc pour le tabac, en fait, avant on disait c'était une personne sur 4 en 2021, donc 25% qui fumait régulièrement. Donc actuellement on est moins, ce qui est une bonne chose. Donc Santé publique France ont publié au fait leurs résultats il y a quelques semaines et donc se félicitait d'avoir une réduction du nombre de fumeurs quotidiens en 10 ans, donc ce qui est très très bien. Donc c'est lié aux politiques d'augmentation du prix du tabac, les politiques de santé publique, plein de choses. Donc c'est déjà très bien. Mais après, on continue à être supérieur à d'autres pays, donc on va dire occidentaux, où ça fume beaucoup moins. Euh, les inégalités sociales donc, sont toujours très marquées. Donc il y a 2 points, 1 fois plus de tabagisme chez les ouvriers que parmi les cadres. Et donc ce tabac, et c'est la cause la plus fréquente de cancer, la cause évitable la plus fréquente de cancer. Donc en gros, on dit 50% des cancers actuellement en France sont liés à des causes évitables. Et donc la grande majorité de ces causes, c'est le tabac, 75 000 décès par an attribuables au tabac, donc 45 000 par cancer. Et donc, sans tabac, 1 tiers des décès par cancer seraient évités. Donc, c'est énorme. Donc, on a un vrai problème de santé publique. Et donc, heureusement, on a ce dépistage. Donc, ce dépistage qui est, au fait, le fait de proposer un test, un outil, donc qui permet de diagnostiquer précocement une maladie pour permettre un traitement à visée curative. Et donc ça, on l'a dans le cancer du poumon. Et c'est
par l'intermédiaire du scanner thoracique faible dose. Et donc, les preuves sur ce dépistage ont pris un peu de temps. Donc, on a deux grandes études qui sont donc les études pivots sur ce dépistage. La première étude, c'est l'étude américaine, NLST, et puis la deuxième étude, c'est la Nelson, c'est l'étude néerlandaise et belge. Donc, l'étude américaine, ça a comparé un dépistage par scanner thoracique faible dose versus radiothorax, sachant que la radiothorax n'a jamais été validée comme étant un moyen pour dépister le cancer du poumon. Donc, en gros, si on voit un truc, c'est une grosse patate, donc c'est déjà un cancer qui est avancé. Et donc, c'est une étude qui était bon, assez puissante parce qu'il y avait 50 000, presque 50 000 sujets qui étaient inclus. Et donc, c'était des gens qui avaient entre 55 et 74 ans, grands fumeurs, 30 paquets années, actifs ou sevrés depuis moins de 15 ans. Et ça a montré que, en fait, ça réduit la mortalité spécifique par cancer du poumon de 20%, c'est-à-dire que ça permet d'éviter un décès sur 5 par cancer du poumon. Comme c'était aussi l'échantillon était très important, ils ont aussi pu avoir une réduction de la mortalité globale, donc moins 6,7%. Beaucoup plus de stade 1, donc voilà, 50%, alors que vous avez vu qu'en vie, en réalité, c'est pas du tout le cas. Un des gros problèmes de cette étude, c'était ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire vous faites un dépistage, on vous dit c'est suspect de cancer, vous allez faire des examens en plus, des biopsies, des PET scanners, tout ça, et finalement le résultat est bénin. Et donc ça entraîne des examens en plus, des coûts supplémentaires, du stress, des complications des examens, des pneumothorax, des effets secondaires, et donc du coup pour pas de bénéfices. Donc les faux positifs c'était assez élevé dans l'étude donc NLST. Et donc il y a eu par la suite l'étude Nelson qui était mieux construite. Et donc c'était scanner versus pas de dépistage. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Et donc du coup c'est une étude européenne. Alors là la population un peu donc on a pris un peu plus jeune aussi, donc 50 à 74 ans, moins restrictif sur le tabac, donc 15 paquets années, actif ou sevré depuis moins de 10 ans. Et donc ça a montré presque la même chose. Ça veut dire qu'on réduit d'à peu près un décès sur 5 par cancer du poumon. On a trouvé que aussi c'était plus performant chez les femmes, mais on peut pas trop prendre en compte ce résultat parce qu'il y avait peu de femmes. Dans cette étude, il y avait plus d'hommes. C'était pas suffisamment puissant pour montrer une réduction de la mortalité globale. Le stage shift, c'est-à-dire le fait de passer de stade 4 à des stades 1, donc c'était très évident, donc vers 60% de stade 1. Et donc les faux positifs, ils ont adopté une sorte de méthode d'interprétation qui est basée sur les volumes. Et donc plutôt que sur la mesure de la taille du nodule, donc ils ont utilisé les volumes et donc ça a permis, ils avaient une meilleure, on va dire, interprétation des scanners et donc ça a permis d'avoir beaucoup moins de faux positifs, donc 1,2% de faux positifs. Un des problèmes aussi des dépistages, et donc comme tous les dépistages chez les cancers d'intervalle, ça veut dire c'est des cancers qui apparaissent entre deux dépistages, donc ça reste un problème, c'est des cancers qui sont extrêmement agressifs, probablement des petites cellules, voilà. Et les surdiagnostics, que vous avez par exemple beaucoup dans les cancers de la prostate, c'est quand vous diagnostiquez un cancer, mais qui est plutôt indolent, qui va pas entraîner la mort de la personne. Donc c'est à peu près 8,9% à 11 ans. Et donc le nombre de personnes qui est nécessaire, donc qu'on doit dépister pour prévenir un cancer du poumon, un décès par cancer du poumon, c'était 130 personnes versus 320 pour la NLST. Et donc, quand il y a eu ça, donc la HAS en 2016, ils disaient qu'il n'y avait pas assez d'arguments pour proposer du dépistage. Donc 2022, ils ont réactualisé leur avis, ils ont fait une grande revue de la littérature, c'est très bien fait. Et du coup, ils ont trouvé qu'il y avait une réduction significative de la mortalité spécifique, du taux de cancer dépisté à un stade avancé, des cancers, donc il y a un impact sur les cancers détectés à un stade résécable par chirurgie. Donc, du coup, ils ont dit oui. Il y a suffisamment de preuves pour recommander ce dépistage. Par contre, en fait, il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de, on va dire, d'obstacles à surmonter. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place des programmes pilotes. Et donc Interception, par exemple, notre programme, c'est un des programmes pilotes. Et là, il y a Impulsion, le pilote national qui va être mis en place. Et ensuite, on aura donc si pour évaluer un peu la faisabilité de tout ça. Et si on arrive à faire, donc on aura bientôt un programme de dépistage organisé de cancer du poumon en France, ce qui est nécessaire
est très important. Donc, les bénéfices et les risques du dépistage, donc c'est chaque patient doit être informé de ça et donc ça doit être une décision partagée. Donc, les bénéfices, réduction de la mortalité spécifique par cancer du poumon de 20% à peu près, de la morbidité liée à la maladie et au traitement parce que vous faites moins de traitements et donc moins d'effets secondaires, moins de séquelles. Vous pouvez découvrir beaucoup d'autres pathologies, donc en regardant un scanner thoracique, notamment l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, parce que ça vous permet de faire le score calcique. Et donc nous, ça nous a permis de dépister plein de gens, on va dire plein de gens qui n'ont jamais été chez le cardiologue. Et du coup, ça les sauve. L'anévrisme, donc on a eu par exemple une fois un anévrisme de 9 cm au niveau de l'aorte abdominale, et donc qui a été détecté sur un scanner de dépistage. Donc ça a permis, c'était un monsieur qui avait été envoyé, obligé par sa femme à participer au programme. Et du coup, il est venu un peu malgré lui, mais finalement, en fait, on lui a sauvé la vie, quoi. Cancer du sein aussi, si vous regardez des nodules, vous pouvez repérer donc des anomalies au niveau des seins. Voilà, ça améliore les habitudes de vie parce que ça sensibilise les gens à arrêter de fumer, voilà. Réduction de l'anxiété parce que on vit souvent avec quand on fume surtout, on est souvent dans la culpabilité et tout. Donc on dit la plupart des gens qui viennent dans le parcours poumon sont persuadés qu'ils ont un cancer du poumon. Donc du coup le fait de faire un dépistage et que ça soit négatif, bon ça réduit l'anxiété et ce fardeau psychosocial. Bon, bien sûr qu'il y a des risques, donc le surdiagnostic. C'est pour ça qu'il faut regarder donc qui on va dépister. On va pas dépister une personne qui est très âgée et au fait on sait que si on va la dépister, on peut pas l'opérer par exemple. L'anxiété donc qui est liée à tous ces actes, les complications physiques des parcours diagnostiques, que ce soit le pneumothorax, le saignement, les douleurs post-opératoires, les faux positifs, les faux négatifs, le fait de rater quelque chose, les examens donc inutiles, les coûts, l'irradiation. Alors sachant que c'est un scanner qui est faible dose et maintenant on est en train aussi d'expérimenter avec les ultra basses doses, donc des scanners encore équivalents à radiothorax. Là, pour ce scanner, c'est équivalent radiation, on va dire, de l'environnement sur 6 mois. Les incidentalomes qu'il va falloir gérer, donc voilà. Donc, c'est une balance. Alors, donc du coup, ce dépistage, comment je vais identifier? Donc, il est bien, voilà, il faut le faire. Comment je vais identifier mes personnes à risque? Donc, il y a ce qu'on appelle les approches catégoriques qui sont basées sur l'âge et le tabagisme. C'est ce qu'on retrouve dans la plupart des guidelines. Et puis, il y a les modèles de prédiction de risque qui font mieux que les approches catégoriques. Donc, si vous regardez la vraie vie, les États-Unis, donc là, il y avait ce qu'on appelle les critères USPSTF 2013, c'était pour le dépistage. Donc là, ils ont été réactualisés en 2021. Mais en 2013, on disait, donc le dépistage du cancer du poumon, il n'y a pas de dépistage organisé, mais c'est financé par exemple avec Medicare et Medicaid. Et du coup, c'est pour les 55-80 ans, 30 paquets années, actifs ou sevrés depuis moins de 15 ans. Donc si vous regardez donc la vraie vie, alors ces personnes, donc qui ont ces critères, il n'y a que 12,8% qui ont eu un scanner de dépistage en 2019. Donc le reste n'a pas été dépisté. Et ensuite, sur les personnes qui ont eu un scanner de dépistage, il n'y a que 20% qui avaient les trois critères, donc qui étaient vraiment dans les clous. Et ce qui était alarmant, c'est qu'il y avait 15% quand même qui ont eu des ordonnances pour faire des scanners de dépistage et qui n'avaient aucun de ces critères USPSTF. Donc c'est vraiment alarmant. Un autre exemple, la cohorte Framingham, je pense que vous connaissez. Donc du coup, ils ont regardé les cancers bronchiques qu'ils ont détectés, donc incidents, et donc à peu près 60%, donc c'était chez des personnes qui étaient éligibles au dépistage, mais 40% c'était des gens donc, qui sont pas éligibles au dépistage. Ce que vous trouvez, donc c'est l'iceberg, donc le type de l'iceberg, c'est les personnes éligibles, mais tout le reste, c'était 40%. Il y avait des gens qui n'ont pas les critères de dépistage et qui ont fait des cancers du poumon. Et donc, il y avait 17,2% chez des personnes qui étaient sevrées depuis plus de 15 ans, alors qu'on arrête le dépistage à partir de 15 ans de sevrage du tabac. Il y avait 30% qui avaient moins de 55 ans ou plus de 75 ans. Et il y avait 15,4% qui avaient moins que 30 paquets années. Donc là, on regarde les critères USPSTF 2013. Donc ça veut dire que ces critères, on va dire, statiques qui sont basés sur l'âge et le paquet année ne sont pas optimaux.
Donc, ça ne permet pas de repérer toutes les personnes qui sont à risque. Et peut-être que les gens qu'on repère ne sont pas forcément les gens qui sont les plus à risque. Donc, un des exemples, c'est par exemple quand on dit pourquoi on arrête de dépister au-delà de 15 ans. Donc, par exemple, si je suis un fumeur de 30 paquets années, mon risque de faire un cancer du poumon est aux alentours de 35 fois plus par rapport à une personne qui n'a jamais fumé. Donc, j'ai 35 fois plus de risque de faire un cancer du poumon. Je vais arrêter de fumer, donc mon risque de cancer du poumon, donc là je parle que du cancer du poumon, je parle pas des autres bénéfices d'arrêt du tabac qui sont beaucoup plus rapides, ben, mon risque va diminuer avec le temps, ce qui est une bonne chose. Et donc au bout de 15-20 ans d'arrêt du tabac, donc j'ai diminué mon risque d'à peu près, on va dire, un peu plus de la moitié. Là, 15-20 ans. 10-15 ans, je suis à moitié. Donc, j'ai diminué mon risque de moitié. Mais regardez au fait mon risque. Mon risque est toujours de 13 à 14 fois plus qu'une personne qui n'a jamais fumé. Donc, mon risque est toujours élevé. Et donc, ça veut dire que, au fait, même si je suis à 15 ans d'arrêt de tabac, si je pars d'un risque très élevé parce que j'ai fumé pendant longtemps, bah, en fait, ça justifie de continuer le dépistage chez moi. Et donc, il y a beaucoup de sociétés savantes qui disent, il faut plus, en fait, tenir compte de la durée de sevrage. Il faut continuer à dépister les gens. S'ils sont en bon état général, ils peuvent être opérés. Et donc, ces approches catégoriques ne sont pas, donc âge, paquet année et nombre d'années depuis le sevrage pour les gens sevrés, ne sont pas optimales. Donc, il y a des critères qui sont manquants, qui sont importants, l'histoire familiale, la durée du tabagisme. Alors ça, c'est important. Quand on dit paquet année, c'est nombre de paquets par jour fois la durée la durée de tabagisme. Mais au fait, les deux facteurs ne sont pas équivalents. La durée de tabagisme est bien plus importante que le nombre de cigarettes qu'on fume. Et il y a même des critères qui disent, des sociétés savantes qui disent, bah, il faut arrêter de regarder combien de cigarettes on a fumé, il faut juste regarder la durée de tabagisme. Si on a fumé régulièrement pendant 20 ans ou plus, il faut faire du dépistage. Donc c'est vraiment important cette durée de tabagisme. Et donc, comment on peut faire mieux? Donc, on a ce qu'on appelle les modèles de prédiction de risque. Donc, c'est des algorithmes qui peuvent être des données, donc pour le moment cliniques, et du coup qui permettent de, on va dire, donner un risque de cancer du poumon à court terme. Et ces modèles ont été testés. Ils ont une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité. Que les approches catégoriques, moins de mortalité par cancer du poumon, meilleur rapport coût-efficacité que les approches catégoriques. Donc un des modèles, c'est le modèle PLCO qu'on utilise. Et donc c'est une sorte d'Excel où vous remplissez au fait l'âge, l'histoire personnelle de cancer, l'histoire familiale de cancer, le diplôme, l'IMC, le fait de fumer actuellement ou non, donc tabagisme actif ou sevré, nombre de cigarettes par jour en moyenne et la durée de tabagisme. Et ça vous donne un risque de cancer du poumon dans les 6 ans à venir. Et donc le seuil ici, donc en Europe, c'est 1,5% sur 6 ans. Donc si vous avez un risque qui dépasse 1,5% sur 6 ans, ça veut dire que sur 100 personnes qui vous ressemblent, donc s'il y a une personne et demie ou plus qui va faire un cancer du poumon dans les 6 ans à venir, c'est considéré comme un risque élevé. Alors vous allez vous dire, une personne et demie sur 100, c'est pas beaucoup. Si c'est beaucoup, parce que on est en train de comparer par rapport à la population générale où le risque est bien moindre. C'est du 0,000. Donc, regardez le PLCO comme performance, c'est en haut. Regardez les critères NLST, donc ça veut dire les critères catégoriques. Donc, voilà, donc c'est bien plus performant. Le problème avec ces modèles, c'est qu'ils sont pas très pratiques à utiliser, on va dire, dans le dépistage de masse, parce que vous n'allez pas demander à toutes les personnes, c'est quoi votre IMC, qu'est-ce que vous avez comme histoire familiale, quel est votre diplôme et tout ça. Donc, c'est des informations qui sont difficiles à collecter. C'est possible dans certains pays, par exemple les Pays-Bas. Ils ont en fait une structure pour faire et ça marche bien. Et donc, du coup, les critères donc d'éligibilité au dépistage du cancer du poumon, donc je vous ai mis un peu les sociétés savantes. Là, en violet, vous avez Impulsion, donc c'est le programme de dépistage national, donc avec les dernières recommandations de l'INCa. Donc, c'est des critères catégoriques. Donc, ils ont bien discuté l'histoire des modèles de prédiction de risque. C'est dans les études ancillaires, mais pour le moment, ils ont choisi de rester avec l'approche la plus facile, plus pratique. Donc, ils vont prendre 5 ans, 74 ans, 20 paquets années ou plus, et là, ils vont tenir compte de la durée de tabagisme, donc 15 cigarettes pendant 25 ans, 10 cigarettes pendant 30 ans, actifs ou sevrés, ils gardent, en fait, le 15 ans.
depuis moins de 15 ans. Et donc, alors que si vous regardez un peu les initiatives européennes, bah, tout le monde qui préconise d'utiliser les modèles de prédiction de risque, dont le PLCO. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux avec ces modèles de prédiction de risque? Bien sûr. Donc, imaginez que vous avez donc là les modèles de prédiction de risque, vous utilisez des données cliniques. Mais imaginez que vous pouvez incorporer à ces modèles de prédiction de risque des biomarqueurs, c'est-à-dire un prélèvement sanguin qui vous donne un risque, un prélèvement salivaire, les résultats de votre premier scanner. Et donc, ça aide à affiner ce risque. Donc, on serait meilleur sur cette stratification de risque. Donc, un des exemples, c'est un modèle qui s'appelle Sibyl, qui a été fait aux États-Unis. C'est l'équipe de MIT. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, à partir d'un scanner, on ne sait pas quel âge vous avez, si vous avez fumé, rien. Donc, pas de données démographiques, c'est juste le scanner. Ça permet de donner le risque de cancer du poumon dans les 6 ans à venir. Donc, vous regardez, en fait, vous avez le risque à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans et 6 ans, et ça peut même prédire l'endroit. Donc, ici, par exemple, dans la figure A, vous n'avez rien du tout ici sur ce scanner, donc ça a prédit un haut risque, et donc 1 an après, ils ont trouvé qu'il y avait une masse qui s'est développée. Alors comment ça marche, je ne sais pas du tout, mais donc du coup c'est du deep learning, de l'intelligence artificielle, c'est très performant, et donc c'est en train d'être validé partout. Donc Sibyl, c'est vrai que ils sont beaucoup plus performants quand il y a des nodules, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et donc Sibyl est gratuit. Donc par exemple, donc si on arrive à le valider sur notre population, ça serait très bien. Et donc, ça permettrait d'affiner le risque. Donc, imaginez que vous avez un truc comme Sibyl, plus des critères démographiques, donc vous aurez une une meilleure estimation du risque. D'autres donc exemples, on a une étude donc actuellement à Gustave Roussy qui s'appelle Bioception, donc là je vais vous en parler, mais au fait ça a permis, on a développé une signature de prédiction de risque de cancer du poumon chez les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires athéromateuses. Et donc ça permet de prédire le risque de cancer du poumon dans les 11 années à venir, et donc on est en train de valider cette signature. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être prédictif du risque. Et donc, ça serait un cocktail. Donc, un bon mojito serait de un peu mélanger toutes ces données. Donc le scanner thoracique faible dose, donc là vous avez un peu les critères, et donc ça c'est très important. Donc le scanner est 5 fois moins irradiant qu'un scanner classique, et donc c'est pas un scanner thoracique sans injection classique, c'est-à-dire si vous envoyez un patient pour un scanner sans injection, vous n'allez pas avoir du faible dose. Donc le faible dose c'est vraiment 5 fois moins irradiant, et donc du coup il y a des critères, des guidelines pour ça, et donc c'est pour ça que c'est pas partout actuellement en France. Il y a certains centres qui l'ont de plus en plus. Donc, du coup, il faut se renseigner. Et surtout, l'autre souci, c'est d'avoir des radiologues qui soient bien formés. Parce que ça joue beaucoup sur l'interprétation du scanner. Donc, il y a des guidelines et il faut bien vraiment suivre ces guidelines. Sinon, vous allez vous retrouver à devoir gérer n'importe quel nodule que le radiologue juge que, au fait, c'est suspect et il faut que ça soit investigué, et donc ça risque de cramer toutes les filières diagnostiques. Et donc, il y a un compte-rendu minimal commun qui doit être utilisé. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour la détection de ces nodules aussi. Donc là, dans le programme Impulsion qui va être déployé, donc il y a 2 lectures. Ça va être évalué si on peut faire la deuxième lecture par l'intelligence artificielle. Alors, le rythme et quand est-ce qu'on arrête? Alors, le rythme, donc les anciennes, donc toutes les sociétés savantes, et voilà, c'était de l'annuel. Après, il y a dans l'étude Nelson, par exemple, ça a été montré que quand vous faites un premier scanner qui est normal, la probabilité que le suivant à 1 an soit suspect de cancer, que ça montre du cancer, est très faible. Et donc, vous pouvez vous permettre d'élargir l'intervalle entre 2 scanners, et au lieu de faire tous les ans, faire tous les 2 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une étude actuellement qui est en cours qui s'appelle l'étude For the Long, RON, qu'on a eu à Gustave aussi, donc on a fini les inclusions. Et donc, ça randomise les gens en 2 groupes. Un groupe qui va avoir un scanner annuel, un groupe qui va avoir un scanner tous les 2 ans. Donc, on aura la réponse à cette étude, à cette question, et bien beaucoup d'autres questions aussi. Et du coup, donc, pour l'INCa, quand ils ont fait le dernier référentiel, bah, euh, ils n'ont pas voulu attendre Foreign Langue. Donc, ils ont dit, bah, on va faire, c'est au baseline, donc aujourd'hui, puis à 1 an, et si c'est bon, c'est tous les 2 ans.
Et donc jusqu'à quand? C'est jusqu'à 75 ans si on a déjà fait trois examens de dépistage, ou si on a arrêté depuis 16 ans ou plus, ou si on a des symptômes de cancer bronchique, voilà. Après, il y a d'autres sociétés savantes qui disent, bah, il faut pas arrêter. Donc, le dépistage. Il y a une étude récente donc au Royaume-Uni qui a montré que à partir de 75 ans, par exemple, si vous avez un bénéfice sur la mortalité, si et seulement si votre patient est opérable. Donc, vous arrivez à opérer votre patient. Donc, si vous avez un patient qui est entre 75 et 80 ans, par exemple, qui n'est plus éligible, qui n'est pas éligible, on va dire, aux critères 1K, mais en fait, ce patient pourrait bénéficier donc d'un dépistage si au fait il est en bonne forme, en bonne condition, il peut monter 4 étages. Donc ça veut dire que ce patient est opérable en gros. Et donc et du coup ça vaut le coup de le dépister. Donc, comment on interprète un scanner? Donc, on a des recommandations. C'est très important d'y adhérer. Et donc, ça, c'est la Société d'imagerie thoracique qui a pris un peu les recommandations de la Nelson, de l'interprétation de la Nelson. Et donc, ils ont des comptes rendus qui sont structurés et qui sont communs et donc qui vont être partout, donc surtout dans Impulsion. Et donc, il y a des guidelines. Donc, en gros, quand vous faites un dépistage initial, vous avez 3 résultats. Un peu comme la classification ACR pour le sein. Donc vous avez soit un dépistage négatif, et donc là vous arrêtez de regarder ce qui est décrit, donc même si vous avez 1 000 nodules qui sont décrits, donc négatif. Et donc ça veut dire prochain scanner à 1 an, si c'est mon dépistage initial. Dépistage indéterminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des nodules, qui sont pas forcément suspects, mais qu'il faut recontrôler à 3 mois, à 6 mois pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Donc ça, c'est les résultats indéterminés. Et le dépistage positif, c'est quand vous avez un truc suspect. Et donc c'est là où vous allez adresser le patient pour un PET scanner, vous allez passer le dossier à l'RCP, vous allez faire des examens en plus, une biopsie. Et donc si c'est un cancer, donc ça c'est un vrai positif. Si ce n'est pas un cancer, c'est un faux positif. Donc toujours, on raisonne pour le résultat du dépistage négatif, indéterminé, positif. Et donc là, je vous ai mis un peu les recommandations, donc en fonction des nodules et tout ça. Et donc, ça permet aussi de regarder d'autres anomalies. Donc, je vous en ai parlé, le score calcique, donc qui permet de prédire le risque cardiovasculaire. C'est utile chez les gens qui n'ont pas eu d'événements cardiovasculaires, qui ne sont pas diabétiques avec beaucoup d'atteintes d'organes. Et ça peut être un outil qui vous permet, par exemple, de décider si vous mettez des statines ou non à ces personnes. Et donc, bien sûr que ce qui reste le plus important, c'est évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire classiques. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être en plus et donc qui peut modifier, affiner votre évaluation de risque et votre prise en charge concernant en fait surtout les statines et les antithrombotiques. L'anévrisme de l'aorte thoracique, donc donc ça nous arrive donc d'envoyer en surveillance cardiologique. L'emphysème, donc on en détecte beaucoup et au fait là c'est on va dire obligatoire de renseigner le degré d'emphysème et donc ça permet d'adresser les gens en pneumologie avec des EFR et donc ça permet au fait de les mettre sous traitement, d'améliorer leur fonction respiratoire. Des fois on détecte des plaques pleurales et donc là c'est un suivi particulier l'ostéoporose, les nodules mammaires chez les femmes, donc plein de trucs. Nous, sur Interception, on a déjà détecté des tumeurs du rein, par exemple, parce que bon, ça descend un peu, donc on voit un petit peu des choses sur le rein. Donc, on a déjà détecté des cancers du rein qui sont liés au tabagisme aussi. On a détecté des thymomes, goitres au niveau de la thyroïde. Donc un peu des choses partout, donc ça permet, c'est l'occasion en fait de voir plein d'autres trucs. Alors, quelle prévention? Donc, comment on va le faire? Donc, on sait comment identifier, on sait ce que c'est, donc, comment on va les mettre ensemble? Quel programme? Et donc, il y a beaucoup, donc, pourquoi on n'a pas eu ce dépistage organisé avant? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Donc, il fallait avoir donc des scanners faible dose partout. Il fallait que, au fait, les gens soient bien formés, donc les radiologues soient bien formés. Il fallait obligatoirement que cette démarche soit associée à une démarche de sevrage tabagique pour pas que ça soit une excuse, comme quoi continuez à fumer et dépistez-vous. Donc ça, c'était au fait certaines boîtes comme Philippe Maurice qui ont financé des études sur le dépistage. Donc du coup, il faut que vous soyez équitable, que ça soit, ce n'est pas juste dans Paris qu'on puisse faire ça et qu'on puisse être dans toutes les régions, cibler toutes les personnes les plus vulnérables parce que c'est là où vous avez les plus précaires, c'est là où vous avez le plus de tabagisme et le plus de risques. Donc plein de choses et donc d'où l'importance des programmes
pilote. Et donc, pour vous donner une idée dans le monde, le dépistage, on n'est pas top 1. Donc, les États-Unis, donc vous avez un taux de participation qui est bas, donc 5 à 18%. Donc, ça n'a rien à voir avec les études. Donc, dans la Nelson, c'est 60-70%, c'est une étude. Donc, ce n'est pas la vraie vie. Donc, les US, on est mauvais. Alors, au Royaume-Uni, on fait de mieux en mieux. Ils ont un Targeted Health Check. Donc, en fait, ça permet de choper les gens pour faire tout un check-up de santé, c'est pas mal. Donc, en fait, les programmes qui sont en train d'ouvrir maintenant, l'Australie, tout ça, donc on est mieux. Donc, sur ce dépistage, on apprend en fait on va dire, des erreurs des autres, voilà. Et l'adhérence, donc améliorer l'adhérence, parce que les gens viennent pour leur premier dépistage et ensuite ils oublient. Et donc, c'est médiocre dans la vraie vie. Il y a des freins, donc l'âge, la distance par rapport au centre de dépistage, le fait qu'on sous-estime notre risque, les fumeurs actifs ont tendance, il y a beaucoup de fumeurs qui disent, moi, comme je fume, là, je mérite pas d'aller me faire dépister. Et donc, bah, j'attends, en fait, d'arrêter de fumer pour aller me faire dépister. Donc, plein de choses. Et d'où le rôle très important des médecins traitants. Donc, pour, en fait, déjà repérer ce risque élevé, parce que c'est là où c'est la première, on va dire, c'est le premier repérage. Le rôle du numérique qui peut aider les rappels téléphoniques, le rôle des navigateurs. Donc, par exemple, Hélène qui est connectée aujourd'hui, donc il y a notre IDEX, c'est une navigatrice. Donc, en fait, elle regarde si les gens ne sont pas venus, on les appelle, on leur dit bah, pourquoi vous n'êtes pas venus. On a fait avec nos perdus de vue et ça a permis de rattraper plein de gens. Les camions mobiles, les stratégies aller vers dans les régions qui sont défavorisées. Donc, ça permet, ils ont fait ça par exemple au Royaume-Uni et ça a été très efficace. Et donc, regardez ici, c'est pour vous dire que c'est hyper important d'associer le dépistage avec le sevrage. Donc ça, c'est une étude de simulation, c'est sur la population de Four in the Long Run. Donc c'est les Pays-Bas, c'est des personnes à très haut risque de cancer du poumon. Et donc, vous avez au fait en gris les années de vie qui sont gagnées par le dépistage. Donc vous voyez que c'est vraiment ça ce qui est le plus important, les années de vie gagnées à partir du dépistage. Pour le cancer du poumon, je parle. Je parle pas des avantages donc liés à l'arrêt du tabac sur tout le reste. Donc c'est le dépistage qui vous fait gagner le plus donc, en mortalité et par cancer bronchique. Mais ce qui fait mieux, c'est quand vous mettez du sevrage tabagique avec le dépistage. Et c'est quand vous mettez plusieurs consultations et c'est quand vous mettez de la pharmacothérapie. Et c'est là où vous avez 20%, un bonus de 20% en année de vie. Et même si vous regardez l'étude NLST, c'est quand vous mettez dépistage et arrêt de tabac, vous réduisez de 38% le risque de décès par cancer du poumon. Donc c'est vraiment hyper important de savoir en fait coupler donc le sevrage tabagique avec le scanner. Et donc ça doit pas être juste monsieur, allez au centre de radiologie, dépistez-vous et ça y est. Donc ça marche pas. Ça marche, hein, mais je veux dire, on n'est pas optimum. Donc, un des programmes pilotes sur le dépistage du cancer du poumon, c'est le programme Interception. Déjà, vous connaissez, je pense, le programme Interception, qui est un programme de prévention personnalisée des cancers, donc qui a été fondé à Gustave Roussy, qui est actuellement en déploiement national dans plusieurs centres. Et donc, du coup, c'est dédié aux personnes à situation à risque élevé de cancer, dont le cancer du poumon. Euh, voilà, donc plus que 50 ans, 20 paquets années en gros, et qui ont arrêté depuis moins de 15 ans. Donc comment ça marche le parcours poumon? Donc c'est les médecins généralistes, auto-adressage, les réseaux, les patients qui regardent, oui, dans les auto-adressages, au fait, les articles, tout ça, les reportages, tout ça. Donc ça permet, au fait, de consulter. Et donc, on identifie ces personnes à risque élevé de cancer du poumon. Donc, c'est soit les critères 1K, donc 50 ans, 20 paquets années, ou bien 15 cigarettes, 25 ans, 10 cigarettes par jour, 30 ans, actifs sevrés depuis moins de 15 ans. Donc, ce sont les critères 1K. Mais nous, ce qu'on fait en plus, c'est que on prend en compte le PLCO. Donc, si une personne n'a pas les critères 1K, mais qu'elle a un risque PLCO élevé, par exemple, elle a arrêté depuis plus de 15 ans, mais elle a un risque qui est élevé, on la prend quand même. Et donc, si elle a entre 75 et 80 ans, par exemple, et que elle est en bonne forme, on la prend.
Et donc, ces personnes sont invitées à participer à une journée One Stop. C'est un mercredi, donc à Gustave Roussy. Ils viennent le matin, 8h30, donc ils sont accueillis par notre infirmière et notre assistante médicale. Donc, ils ont plein de questionnaires qu'ils remplissent sur leurs habitudes alimentaires, sur le tabac, la volonté d'arrêter de fumer, donc plein de choses, leur perception du risque. Ensuite, donc, ils voient le médecin, consultation, c'est souvent moi. Où on revoit un peu leurs symptômes, on revoit donc s'il y a de la BPCO, donc on fait un screening pour ça, les maladies cardiovasculaires. Je leur explique ce que c'est que le dépistage. S'il y a des études, donc on leur propose des études, ils participent aux études. Du coup, et on commence à parler un peu le sevrage tabagique. Ensuite, ils vont faire leur scanner à Gustave Roussy. Ils reviennent. On a un atelier d'éducation en groupe sur le tabac. Donc l'atelier a été conçu par Khalida, donc qui est également présente aujourd'hui. Et donc du coup, on parle du risque du tabac, du risque du cancer du poumon, on parle plein de choses qui ont pris cannabis, ils adorent ça. Et donc c'est très interactif et très challenging. Il y a tout le temps, ça dépend en fait des personnes. Et ensuite, ils ont un atelier d'activité physique avec un coach où on évalue leur capacité physique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ici, donc il y a des vélos elliptiques, ils ont des exercices qu'ils font. Et donc, c'est un cadre un peu séparé de l'hôpital. Donc, c'est pas Gustave, c'est juste à côté. Donc, dans le parking de Gustave, c'est la maison du projet. Et donc, du coup, ils sont pas en contact avec les patients, c'est moins anxiogène. Euh, voilà. Et du coup, donc ils voient le coach, il leur donne des conseils qui sont personnalisés, adaptés à eux. Donc c'est pas faites des pompes. Donc c'est vraiment, on a des gens donc qui ont 60 ans, 70 ans avec des pathologies cardiovasculaires. Et ensuite, donc, je les revois en consultation avec le résultat du scanner. Donc, je leur explique le résultat. Et puis, plein de choses. Donc, on revoit le sevrage tabagique. Je prescris les substituts nicotiniques. On est en train de discuter si on démarre ou pas le Champix, par exemple, chez les gens qui ont déjà essayé les substituts nicotiniques. Donc là, Khalida va vous en parler. Je les adresse en consultation de tabacologie, donc que ce soit à Gustave Roussy ou ailleurs. Je regarde le score calcique et donc au besoin, donc adressage, lettre pour le médecin traitant, pour le dépistage des facteurs de risque ou pour le cardiologue si c'est un risque très élevé. L'emphysème, donc adressage en pneumologie, exploration fonctionnelle respiratoire, donc toutes les autres en fonction. Et du coup, on revoit les autres dépistages, que ce soit le sein, le colorectal, voilà. Et donc ce plan de prévention personnalisé est envoyé au médecin traitant. Il est donné au patient et envoyé immédiatement à son médecin traitant. Et donc l'idée, c'est que le patient puisse consulter son médecin traitant dans les 15 jours à 3 semaines après la journée pour justement faire le point, parce que c'est le médecin traitant qui va prendre en charge tout ça. Donc nous, notre fonction, ce n'est pas de suivre ces patients, c'est de les voir juste pour cette journée. Et après, donc tout le suivi, c'est le médecin traitant, c'est son patient. Après, ça permet aussi de suivre ces personnes pour pouvoir les prendre en charge très rapidement si on a en fait un diagnostic de cancer du poumon, donc ce qui est le cas. Et du coup, dans le poumon, c'est un peu particulier par rapport aux autres parcours interception, c'est qu'ils ont un suivi parce que pour le moment, comme les scanners ne sont pas partout, on les fait à Gustave Roussy. Et donc, après chaque scanner, ils ont un rendez-vous en visio avec moi. Donc, où je demande où ils en sont, comment ils font pour le tabac, plein de choses. Et donc, ça permet de les suivre et de faire le diagnostic rapide s'il y a une anomalie sur le scanner. Donc, on fait ça depuis 2021. On est à 700 patients. On a déjà publié nos résultats préliminaires et donc là on va bientôt publier donc les résultats de toute la cohorte euh, de 700 patients. Donc à part 3 cancers, on est à peu près à 15 cancers détectés qui sont des cancers de stade 1. Donc c'est génial. Donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est mon rayon de soleil. Sans compter tout ce qu'on a fait sur tout le reste. Donc détecter des maladies cardiovasculaires chez des patients qui sont pas, voilà, les sevrages, tout. Donc ça fait vraiment une prise en charge holistique, sans compter les essais. Donc leur proposer de participer aux essais. Donc là, c'est un exemple de l'essai qui est ouvert actuellement. Donc ce que je vous ai parlé, c'est au fait l'étude Bioception, qui est une étude européenne pour au fait une prédiction de risque de cancer du poumon chez les personnes qui ont des pathologies athéromateuses. Et donc on les voit.
Ils font la journée interception et puis on leur fait une prise de sang, un prélèvement des selles, un questionnaire. Et donc ils ont suivi. Et au fait, ce qu'on va faire bientôt, et ça on va communiquer là-dessus aussi. Donc ça, si vous avez des patients donc éligibles, vous pouvez nous les adresser. Et donc l'étape d'après serait, au fait, ce qu'on essaie de développer, c'est les études de prévention avec des médicaments. Et donc justement ces patients-là, on va leur proposer un médicament qui pourrait prévenir donc le cancer du poumon, tout en prévenant aussi maladie cardiovasculaire et tout le reste. Donc on va bientôt communiquer sur ça. Et donc, ça c'est interception. Impulsion, c'est le programme pilote national de dépistage de cancer du poumon, donc qui va bientôt commencer, donc début 2026, donc c'est super. Et au fait, on a hâte d'avoir Impulsion. Et interception sera parmi les centres, donc Impulsion. Et donc, du coup, c'est évaluer les conditions optimales pour le développement d'un programme de dépistage organisé en France. Plusieurs modalités d'invitation qui vont être évaluées. Attention particulière aux populations les plus précaires. Ils vont recruter 20 000 personnes sur 18 mois, 3 dépistages par personne, donc les critères que je vous ai dit, et une durée d'étude de 5,5%, plein d'études ancillaires, plein de choses qu'il faut évaluer. Et donc, pour le moment, on attend plus de news pour démarrer Impulsion, mais en général, nous, sauf les patients qui ont un PLCO élevé mais qui n'ont pas les critères 1K, tous nos patients vont pouvoir rentrer dans Impulsion. Donc si vous, par exemple, vous nous adressez, quand ils vont communiquer sur Impulsion, donc si vous nous adressez les patients à Interception, ils vont être dans Impulsion. Donc du coup, repérage, la visite d'inclusion, l'orientation vers le scanner et le suivi. Donc ça, c'est un peu le schéma d'Impulsion. Alors, comment adresser les personnes éligibles au programme Interception? Il y a Scoris, que je pense que vous le connaissez, donc c'est un algorithme qui a été développé, qui au fait fait tous les parcours Interception, donc pas que le poumon. Et janvier 2026, on aura intégré les critères impulsion dedans, et donc du coup, ça permettra de donner aux médecins, à l'infirmière, la réponse éligible impulsion ou non, et éligible interception poumon. Donc voilà, sachant que éligible impulsion, ça veut dire qu'il est éligible interception poumon. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que le patient ne doit pas avoir eu un scanner dans l'année. Donc, et ne doit pas avoir, par exemple, un cancer qui est surveillé, qui est actif, surveillé par une imagerie thoracique. Si c'est un cancer en rémission, par exemple un cancer du sein qui a été traité par chirurgie, patiente en rémission qui n'a pas d'imagerie thoracique, c'est pas grave, on la prend. Et donc, deuxième moyen, c'est par mail, donc remplissage donc d'un questionnaire. Donc, vous nous adressez un mail, il y a un mail pour interception, et on a créé aussi un mail pour impulsion quand impulsion sera lancée. Et donc, on vous enverra, on vous envoie un questionnaire automatique que vous pouvez remplir et ça détermine l'éligibilité. Et puis, nous, on va convoquer la personne. Je pense que Scorisque, c'est beaucoup plus simple parce que bon, vous mettez juste vos coordonnées et les coordonnées du patient et nous on appelle le patient et ensuite on vous informe de tout le reste. Et puis il y a les personnes qui souhaitent participer. Elles-mêmes peuvent prendre un rendez-vous téléphonique sur Doctolib aussi. Et donc, ça permet de faire une consultation téléphonique au préalable pour déterminer l'éligibilité au parcours. Donc, plusieurs moyens pour adresser. Et donc, je finis donc avec mes messages clés. Donc, le bénéfice prouvé du dépistage par scanner thoracique basse dose, donc ça prévient un décès sur 5 par cancer du poumon. Il faut obligatoirement donc associer sevrage tabagique et dépistage. Il ne faut pas que ça soit une excuse pour ne pas arrêter de fumer. Et donc les obstacles donc qu'il faut surmonter, donc beaucoup de travail qui reste, le rôle des programmes pilotes, interception qui va être dans impulsion. Et donc ce qui est très important, c'est la collaboration étroite. Donc on peut rien faire sans vous. Donc on a besoin donc de vous pour en fait repérer tous ces patients. On peut offrir donc cette prise en charge donc adaptée, mais après donc ce sont vos patients donc ils vont être suivis par vous et c'est super important qu'on puisse collaborer. Et justement donc pour le moment on arrive à absorber les scanners interception dans interception à Gustave aussi et avec 700 patients, mais je pense que ça va plus être le cas après. Et surtout s'il y a pas mal de centres de dépistage et tout ça, donc il faut qu'on puisse coordonner ça avec vous. Et donc qu'on puisse que vous puissiez aussi prendre le relais pour ça. Voilà, donc avec ça, je vous remercie de votre attention. Donc, je suis preneuse de toutes les questions. Mais peut-être qu'il faut laisser Khalida parler un peu du Champix et ensuite on peut prendre toutes les questions. Moi, ça me va, en tout cas.
Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis contente d'être avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de confrères. Moi, je vais vous parler très humblement de la varénicline parce que comme elle est réapparue sur le marché depuis maintenant depuis juin, à peu près mi-mai, juin, relancer peut-être un peu la prescription. Pamela, tu peux envoyer les slides parce que je crois que j'ai du mal à partager l'écran. Ah, attends, oui, je vais faire ça. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager. Attends 2 secondes. Et, attends. Donc la varénicline, vous le savez, a été mise sur le marché en 2006. C'est un agoniste et antagoniste des récepteurs nicotiniques alpha-4 bêta-2. Avant d'en parler, en fait, je souhaitais juste rappeler que le sevrage tabagique, ça marche quand on arrive à combiner les approches médicamenteuses comportementales avec un suivi régulier et prolongé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant bien connu et bien démontré. Parmi les médicaments, on n'a pas énormément de possibilités. Donc, il y a les substituts nicotiniques que vous connaissez très bien, qui sont quand même efficaces avec vraiment aucune toxicité, quasiment aucune toxicité, un traitement très prolongé autant qu'on veut. On n'a pas vraiment de limite. On adapte selon le patient. La varénicline, bien sûr, et le bupropion. Donc, notre propos aujourd'hui, c'est de parler de la varénicline. Donc, qui a un mode d'action d'agoniste-antagoniste, c'est-à-dire que l'effet agoniste, c'est que elle va se fixer sur les récepteurs, comme je viens de vous le dire en stimulant ceci de manière partielle, hein. Il ne faut pas non plus croire elle fait comme le tabac, comme la fumée la nicotine tabagique, pas du tout, mais elle arrive à stimuler suffisamment pour que les symptômes de sevrage soient absents pour les petits fumeurs, moyens fumeurs, et qui soient atténués pour les gros fumeurs, et donc qui diminuent cette envie irrépressible de fumer. Et l'effet antagoniste, il s'exprime par le fait que si la personne fume, les récepteurs étant occupés par, une partie des récepteurs étant occupés par la varénicline, l'effet renforcement, le renforçateur, eh ben, il n'est plus là. Il n'y a pas le plaisir de fumer. Et donc, la personne, elle va plus facilement laisser sa cigarette. Alors, en termes d'efficacité, Pamela, tu es là? Allô? Pamela? Voilà, en termes d'efficacité, donc on n'a plus aucun doute sur son efficacité. Elle fait mieux que les substituts nicotiniques et le bupropion. En termes de taux de sevrage, vous voyez, elle multiplie par 2 à 3 les chances d'abstinence par rapport au placebo et à 12 semaines, enfin à 3 mois, les taux de sevrage sont plus élevés qu'avec les substituts ou qu'avec le bupropion. Et vous voyez là la HAS, avant la remise sur le marché, elle a refait un point, ça c'est en mars 2025, pour dire que la varénicline a toute sa place dans le sevrage tabagique. En termes de toxicité, de sécurité, vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la varénicline dans les années 2012, qu'elle induirait des dépressions assez graves avec même des passages à l'acte suicidaire, qui avait induit une espèce de vigilance donc sur les boîtes. Et en fait, cette vigilance a été levée en 2016 par la FDA suite à la fameuse étude Eagle qui a montré effectivement qu'il n'y avait pas plus d'événements psychiatriques ou d'événements cardiovasculaires, pas plus avec la varénicline que dans l'arrêt du tabac globalement, parce que vous savez que les gens, quand ils arrêtent de fumer, ils ont une baisse de l'humeur sur ce qu'on appelle la dysphorie et quand on arrête une substance auquel on est addict une certaine période. Et donc, cette étude a montré que ce n'était pas à cause de la varénicline. Mais comme cette étude était faite par le laboratoire Pfizer, en Europe, on a enlevé la vigilance quand il y a eu une autre étude un peu plus indépendante. Et ce qui a fait que ben, la varénicline est considérée aux États-Unis et en Europe comme un médicament efficace et sûr chez les patients surveillés. Dans la diapo suivante, je vous ai mis juste le tableau de l'étude qui a permis le retrait en Europe, où vous voyez qu'il n'y a aucune augmentation significative du risque
avec le bupropion ou la varénicline par rapport au substitut. À 3 mois, il n'y a pas plus de risque sur le plan ni des dépressions induites, ni des passages à l'acte suicidaire. Donc ça, sur la sécurité, on est tranquille. Les modalités de prescription, je pense que vous les connaissiez, elles n'ont pas changé par rapport à avant le retrait du médicament. Donc c'est toujours, vous voyez, la boîte se prête parfaitement bien à la prescription. C'est une titration progressive avec 0,5 mg les 3 premiers jours, puis 0,5 deux fois les 3 jours suivants, puis à partir du 8e jour, 1 mg 2 fois par jour avec des effets secondaires qui sont quand même connus, globalement la nausée et l'effet secondaire qui freine les prises, qui fait arrêter les patients, donc il faut les prévenir en amont, et puis les troubles du sommeil, les insomnies ou les rêves intenses, voire les cauchemars pour certains patients. Donc comment on gère ces effets secondaires? En fait, concernant la nausée, le traitement doit être pris non à jeun avec un grand verre d'eau. Ça, c'est vraiment, ça change pas mal de choses à cause des récepteurs dans l'estomac, en fait, qui vont être activés avec le médicament qui est tout petit. Donc, les gens, ils ont tendance à prendre qu'une gorgée parce que le médicament est petit. En fait, il faut prendre un grand verre d'eau, ce qui permet de réduire vraiment notablement cette nausée. Et puis, surtout, ralentir la titration si c'est nécessaire. Par exemple, il y a des patients qui, quand ils passent à 1 mg 2 fois, vont avoir une nausée vraiment très importante. Et là, il faut revenir à 0,5 2 fois. Et en fait, 0,5 2 fois, c'est efficace, ça a été démontré. Et il y a maintenant des boîtes qui ne contiennent que du 0,5 2 fois, parce qu'avant les 0,5, ils étaient que dans la boîte d'initiation. Maintenant, on a des boîtes de 56 comprimés à 0,5 qui permet de traiter des personnes qu'avec 0,5 2 fois, ce qui est déjà une posologie qui a démontré qu'elle était efficace. Pour les troubles du sommeil, il faut avancer la prise du soir, il faut la prendre plus tôt. Et ça marche très bien. Si les personnes la prennent vers 18 heures, eh ben, ils ont beaucoup moins de rêves ou de réduire transitoirement la dose du soir. Par exemple, ne prendre que 1 mg le matin, ça marche aussi euh, pas mal. Et pour les troubles neuropsychiatriques, même si on a levé effectivement la vigilance par rapport à cela, dans le résumé les résumés des caractéristiques du produit, il y a quand même qu'il faut suivre ces patients-là et qu'il faut donc, comme pour tous les médicaments que vous prescrivez, leur demander qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'il y a comme effet secondaire. Et pour certains, probablement à cause de vulnérabilité particulière, ne pas hésiter à arrêter le traitement si on a un doute que le traitement, les symptômes peuvent être attribués à ce traitement. Voilà, et puis surtout savoir que même si on donne de la varénicline, ça ne suffit pas. Il y a toujours le bras du soutien psychologique et comportemental, un suivi prolongé, et c'est ça qui permet d'obtenir les meilleurs taux de sevrage. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses, je ne connaissais pas le Champix. Ah bah écoutez, tant mieux. C'était Le Champix, il est revenu sur le marché depuis quelle année? Il est revenu là depuis mai. Vous avez Ah vu? voilà, ouais. Oui, depuis D'accord. mai, retiré depuis 2021 à cause de la présence de nitrosamine rappelés par le laboratoire lui-même. Et finalement, ils ont refait la formulation de façon à ce que les taux soient acceptables par les instances. Donc, il est revenu Parfait. depuis mai et toujours remboursé par la Sécurité sociale. Et donc, la HAS avait refait ce petit rappel-là que je vous ai montré en mars 2025 avant sa remise sur le marché. Parfait. Moi, j'ai connu le retrait. J'étais déléguée médicale à l'époque avant d'être Ah, infirmière. d'accord. Et ben là, il est remis. Et Il est sincèrement, revenu. on l'attendait comme on n'a pas Ah, un mais grand j'imagine. éventail de Ouais, tout à traitements pour fait. les patients. La varénicline, c'est quand même C'est quelque une chose. très bonne nouvelle. Mm. Voilà, voilà. C'était une très bonne nouvelle, en tout cas pour les Et, prescripteurs et pour les patients. et Kalida, tu le mets pendant combien de temps? En fait, là, bon, pardon, j'ai oublié de mettre qu'en fait, l'indication, c'est 3 mois, renouvelable une fois pour certains patients, mais il y a beaucoup de littérature très solide qui dit que on doit absolument adapter aux fumeurs qu'on a en face de soi, qu'on n'a pas vraiment de raison
de l'arrêter au bout de 6 mois, quoi. Initialement, c'était que 3 mois, puis la Sécu a accepté 3 mois renouvelables, mais en réalité, on peut parfaitement le prolonger plus quand il est bien toléré et efficace chez des patients qui ne se sentent pas en sécurité à son retrait. Et est-ce que tu peux mettre des substituts nicotiniques avec ou ça n'a pas de... Alors théoriquement, le but est de ne pas en mettre puisque lui, il est antagoniste, il est agoniste-antagoniste, mais il y a de la littérature qui dit que pour certains patients, l'association au début du traitement peut être bénéfique. Donc il n'y a pas de véritable contre-indication. Théoriquement, il devrait suffire tout seul. Et en France, ce que j'ai pas mis aussi, c'est qu'il est en deuxième intention après les substituts. C'est une indication de deuxième intention, mais dans tous les autres pays, quasiment, c'est une première intention à cause de la supériorité en termes d'efficacité. Mais en France, il reste en deuxième ligne. Donc, si on a un échec des substituts, on ne va pas forcément les associer à la varénicline. C'est logique de mettre la varénicline seule. En tout cas, moi, je la mets seule et j'ai des très bons résultats avec la varénicline seule. Et est-ce qu'il y a des interactions particulières avec certains médicaments ou Les contre-indications, en fait, il n'y a pas de contre-indication. Si vous regardez le RCP du médicament, c'est juste la sensibilité au produit, c'est-à-dire si on a une réaction allergique. Après, tout le reste, c'est des précautions d'emploi. On ne l'utilise pas chez la femme enceinte, chez les ados de moins de 16 ans. Si on a des crises convulsives, c'est des précautions d'emploi, vraiment des choses qui sont plus de l'ordre de la précaution d'emploi. Mais en fait, le maître mot, c'est que si on suit bien nos patients et qu'on les connaît, comme vous, les médecins de ville, vous les connaissez, en principe, on n'a pas de souci. Oui. Nous, on aimerait bien en fait prescrire le Champix parce qu'on a en fait de très gros fumeurs qui viennent à Interception et c'est des gens qui ont déjà essayé les substituts nicotiniques. Ils sont un peu désespérés. On aimerait bien commencer le Champix le jour de la journée d'Interception parce que on trouve que c'est là où les gens sont le plus motivés et quand on leur dit bah allez prendre un rendez-vous ailleurs, voilà, on trouve que quand je les revois à 3 mois, bah ils ont rien fait. Et donc, on se dit, bah, si on veut le prescrire, ça veut dire qu'il faut que les patients, quand même, soient suivis, et donc suivis par leur médecin traitant. Donc, d'où aussi la nécessité de discuter ça. Donc, si on peut, par exemple, le patient qu'on voit, donc, on lui prescrit, et ensuite, il revoit son médecin traitant à J8 ou à J15, pour, en fait, que le médecin traitant prenne le relais aussi. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était l'idée de la boîte de 14 comprimés. C'était justement pour qu'il y ait une évaluation après la première boîte de 14 jours, pour que justement il y ait une évaluation avant la reconduite du traitement. Donc, je ne sais pas si vous, en ville, euh, vous Ah, l'utilisez et est-ce que vous... euh, non, je me permets 2 secondes. Je pense que ça va être une discussion et un travail important entre les médecins et les pharmaciens, les psychologues, les psychiatres et tout, parce que ceux de ma génération qui l'ont vu avec une opposition un petit peu compliquée, ce qui est sûr que, euh, sous toute réserve, hein, ce que je parle, on va avoir les entretiens motivationnels, on va avoir les thérapeutiques non médicamenteuses, on va avoir plein de... Est-ce un élément qu'on peut considérer, comme vous le dites en plus, il va falloir qu'on travaille avec les 2 centres. Je ne pense pas qu'ils soient là ce soir, dont un qui est le centre Henri Duchesne en addictologie, qui est sur Choisy et qui travaille entre autres beaucoup sur le tabac Hmm. et qui est une émanation de l'intercommunal de Créteil. Voilà. Donc sur ces points-là, je pense qu'il va falloir qu'on bosse dessus, vous dire si ça va être fait, comment on va le faire, qu'on se reforme, qu'on retravaille, qu'on se repose des questions et qu'on valide, qu'on valide que chacun en tire les conclusions. Parce que si j'ai bien compris, vous voudriez démarrer une thérapeutique le jour où les patients sont motivés
à interception? Je sais pas. Je peux pas vous répondre. Oui, oui. C'est juste que J'entends, hein, je comprends bien, parce que vous avez sûrement fait ce jour-là un très bon boulot, vous les avez motivés, ils sont tellement contents de se dire, on a réussi à faire le scanner, on n'a rien, donc on va peut-être arrêter. J'entends, hein, j'entends bien. Je sais pas quoi vous répondre. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. franchement, c'est comme, il faut être comme, on est un peu maman en fait à interception, c'est-à-dire il faut prendre le rendez-vous en addicto. Plus vous faites ça, et au fait, vos résultats sont meilleurs. À 3 mois, par exemple, quand vous évaluez et tout ça, vous avez plus de sevrage. Sinon, en fait, ils sortent, ils ont plein de soucis, ils oublient le truc, ils ont même pas regardé les ordonnances. Donc, du coup, Voilà. Bah, Et écoute, dans oui, ce oui. cas, docteur Abdahem, dans ce cas, ce serait une prescription en première intention quand ils arrivent à interception. bah, ils ont déjà, non, ça serait pour les gens en deuxième ligne, on va dire, les gens qui ont déjà. Voilà, ils auraient déjà essayé d'abord un sevrage Oui, tabagique avec les substituts oui, nicotiniques. Très c'est bien, sûr. d'accord. Non, non, c'est Voilà, sûr. c'est ça. Je pense qu'il faut une graduation, il faut qu'on trouve qu'on travaille ensemble la mise en place de. Oui, mais c'est vrai que de plus en plus, j'ai des patients qui refusent en fait les substituts parce qu'ils ont déjà essayé. Si. Oui, Voilà. tout à fait, parce que en fait, comme les substituts nicotiniques sont en vente libre, et qu'avant qu'ils ne soient remboursés, les personnes fumeuses qui tentaient des arrêts, ils le faisaient d'eux-mêmes. Donc, ils arrivent souvent avec une expérience des substituts. Donc, et ils vous disent tout de suite, bah non, moi j'ai déjà essayé, ça marche pas, je fumais avec, je supporte pas les substituts oraux, ça me donne la nausée, ceci, cela. Et donc, avoir une proposition à leur faire, surtout dans un cadre comme interception, avec quand même beaucoup d'examens, de questionnaires, d'évaluation, parce que vraiment, ce que vous disiez, monsieur, sur l'entretien motivationnel, en fait, sincèrement, cette histoire-là, elle prend du recul maintenant, parce que quand on analyse les patients, ils ont la crainte d'arrêter parce qu'ils ont des symptômes de sevrage, et si on les rassure sur le fait que on va atténuer leurs symptômes de sevrage, le reste, ils pourront mieux gérer, ils pourront mieux inhiber les envies de fumer s'ils ne sont pas en manque. Et donc, c'est vraiment par là que ça commence. Quand ils commencent à se sécuriser sur cet aspect, bah, ils vont adhérer beaucoup plus. Oui, Ils vont dire, ah bah oui, mais c'est vrai, il y a pas de problème. Mais peut-être mes collègues là que je vois de la CPTS Octave, parce que vous avez vu un certain nombre, mais là-bas ils sont très nombreux. Ils sont très très nombreux du côté de la CPTS Octave. Vont Mhm. peut-être, oui, vous disent bonjour. Ils vont peut-être réagir. La particularité, c'est que chez certains patients qu'on voit qui sont à risque, il y a une prise vraiment en charge globale, une prise en charge effectivement du tabac, mais il y a d'autres éléments, d'autres facteurs, et euh, c'est pas je me méfie, enfin, je sais pas que je me méfie, mais d'expérience, c'est quelque chose qu'on a en plus, comment l'introduire, comment le suivre et comment amener les patients au bout de quelques mois. Je sais pas, moi je veux bien apprendre plein de choses sur ce renouveau, ces nouveaux, voilà, traitement qu'on avait utilisé, qui avait été mis en place il y a un il y a un bon moment. Mhm. Mais au contraire, je pense que c'est très, très important de profiter de ce moment-là. Voilà. Je vais juste revenir sur quelque chose. Je vois qu'il y a Madeleine, les radiologues qui sont là. S'ils ont des questions très importantes, je reviens sur la première partie du dépistage et autres. S'ils ont des questions à poser, et ainsi que la CPTS Octave, qui est fort nombreuse, où il y a beaucoup de monde, je les vois discuter de façon très importante. Je sais pas ce que Noam, à toi de donner la parole à tes collègues, et Madeleine, j'aimerais bien avoir, enfin, Bah, tu donnes un regard de radiologue et de médecin du travail. non, mais déjà, merci beaucoup
pour cette vraiment très, très intéressante présentation. Nous, on est et travaille, hein, je vois bien que c'est un travail abouti dont l'objectif est vraiment d'aider les patients et moi, je trouve ça vraiment merveilleux de diagnostiquer au plus tôt le cancer du poumon, voilà, qu'on soit tous dans cette démarche, voilà, c'est un objectif porteur, on va dire. Bon, nous, de notre côté, dans le pour le regard radiologique, donc il y a un côté technique qui a été évoqué rapidement, mais effectivement, on est sur la spécificité du low dose, du basse dose, qui doit vraiment répondre aux critères. Ensuite, il y a autre aspect technique, mais un peu plus intellectuel, c'est la formation des radiologues sur ce diagnostic-là qui est particulier. Effectivement, chaque nodule ne doit pas être décrit à tort, etc. Donc, bon, voilà. Bon, moi, je ne suis pas radiologue personnellement, donc, mais effectivement, on a un regard très attentif sur ces deux aspects pour pouvoir faire partie d'impulsion dès 2026 au plus tôt. En tout cas, voilà, au fur et à mesure des réunions, des webinaires CPTS, on vous fera part des radiologues qui ont été formés, de l'aspect technique au niveau de nos scanners. Voilà. Ça serait très important parce que, au fait, comme je vous ai dit, à un moment, on va plus pouvoir absorber à Gustave et du coup, il faudrait qu'on réfléchisse à l'après-journée interception, en fait, en ville, avec les dépistages en ville. Donc, c'est important. Donc, actuellement, il y a la Société française de radiologie et la Société d'imagerie thoracique qui ont une formation, donc qui proposent une formation pour les radiologues. Donc, c'est super bien et on fait Voilà, il y a une conférence. Forcomed et la SFR, hein. Oui, oui. Mhm. Et du coup, ça réduit vachement donc le nombre de scanners indéterminés. On le voit, hein. Donc nous, par exemple, ça dépend. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a un peu limité l'interprétation des scanners aux radiologues qui sont formés par SFR et CIT. Donc voilà, on a trouvé que ça change au niveau du taux de scanners qui sont indéterminés, les scanners un peu supplémentaires, tout ça, surtout avec le premier dépistage, donc le dépistage initial. Donc c'est vraiment hyper important, oui. Mhm. Non, on est très sensibilisés. Il y a Dr Hayek aussi qui est présent euh, Oui, bonjour. Ouais. à ce Bah, en webinaire. tout cas, on voit souvent des nodules de découverte fortuite. Et ça, entre guillemets, comment on les adresse, ces patients-là? On demande un avis en pneumo, ou des fois on voit des nodules comme ça, 8 mm, 10 mm, 11 mm, sur des scanners qui sont faits pour dyspnée ou pour autre chose, hein. Oui, alors en général, quand il y a des nodules, surtout c'est des nodules au fait qui dépassent 1 centimètre, voilà, c'est plus une prise en charge en pneumologie, c'est du diagnostic. Après, si on vous dit que c'est un patient, c'est un nodule qui est plutôt stable, un patient qui a fumé pendant longtemps, tout ça, ça c'est plutôt du travail d'interception, c'est du dépistage. Mais en tout cas, si vous avez un nodule solide qui fait plus qu'1 centimètre, ou si vous avez un nodule en verre dépoli ou qui augmente, ou un nodule mixte, c'est-à-dire que vous avez une portion solide qui apparaît dans votre nodule en verre dépoli, ça c'est du diagnostic. Donc ça c'est plutôt travail pneumologue. À Gustave Roussy, on a un programme, donc un Stadiag, c'est de dépistage de diagnostic rapide. Donc, au fait, vous pouvez les adresser plutôt vers un Stadiag. Ouais, d'accord. Donc plutôt passer par un Stadia quand c'est des découvertes, nous, fortuites chez nous, ouais, sur des nodules qui font plus d'1 centimètre. Oui, qui sont assez suspects. Quand c'est pas suspect, nous on prend. C'est-à-dire, mais après, nous ce qu'on voudrait, ce qui est déjà bloquant pour Impulsion et pour nous, c'est que le scanner il doit dater d'au moins 1 an, parce que pour ne pas irradier pour rien les patients. Donc du coup on les prend, nous en général on les prend, mais on les prend un peu plus tard quoi, les patients. D'accord, ouais. Voilà. Et adresser les scanners de dépistage uniquement dans des centres qui font partie d'Impulsion ou pas forcément? Pour les scanners de dépistage, oui. Au fait.
il y a des centres qui vont être, on va dire, labellisés impulsion. C'est très hétérogène, impulsion, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui sont uniquement investigateurs pour voir les patients, proposer la tabaco, d'autres qui font que la radiologie, d'autres qui font les deux ensemble. Nous, par exemple, on fait tout. Donc, du coup, il faut adresser vers ces centres. Donc, nous, vous pouvez nous adresser donc via Scorisk. On prend les patients et vous avez tout au fait, y compris le résultat, c'est le même jour. Donc, ça, c'est aussi un avantage par rapport pour les patients. C'est moins anxiogène et tout. Ils ont le résultat le même jour. D'accord. Donc, ok, non, mais c'est intéressant, ouais. Et après, il faut aussi qu'on réfléchisse aussi ensemble à la prise en charge en aval. Donc ça, c'est un problème pour nous. J'en parlais à Morgane justement, c'est que on découvre des choses et donc on a besoin de personnes donc pour les gérer. Donc les médecins généralistes, des pneumologues, des cardiologues, des rhumatologues. Du coup. Si, on est preneur de contact, donc en fait, on a vraiment besoin d'avoir un réseau pour communiquer, pour tout ça, donc c'est vraiment important. Voir un peu, par exemple, comment on fait la prise en charge en cas de score calcique élevé. Est-ce qu'à partir de certains scores, on envoie tout le monde chez le médecin traitant. À partir de certains scores, on oriente directement chez le cardiologue. Qu'est-ce que vous préférez? Donc, c'est des choses qui se discutent et je trouve que c'est hyper important de voir ça avec vous. Donc, moi, je suis oncologue médical. J'ai un peu plus d'affinité avec la pneumologie depuis que je fais cette interception depuis 6 ans. Mais je ne suis pas médecin généraliste, je suis pas cardiologue, je suis pas rhumatologue. Donc, voilà. Hmm. Ouais, c'est sûr, on voit aussi beaucoup de calcification coronaire sur ces scanners-là. Donc, moi, souvent, je mets intérêt d'un avis en cardiologie, mais à part dire ça, C'est ça. Donc, est-ce que, par exemple, s'il y a un score d'Agatston, est-ce que si c'est un score, Le problème, c'est que pour pouvoir calculer le score calcique, c'est pas tout à fait le même protocole dans le sens où on est obligé de faire un gating du scanner. On met des électrodes pour qu'il soit monitoré avec l'ECG. On reçoit beaucoup de demandes de score calcique de la part de médecins généralistes ou de cardiologues. C'est vraiment, je sais pas si nous, dans le cadre du dépistage, c'est un scanner low dose qui s'intéresse surtout aux poumons. On voit les calcifications, mais on ne fait pas vraiment de scoring. vous euh, faites pas l'Agatston? bah, Nous, on fait pas de on fait gating. quand c'est demandé score calcique, bien sûr, mais sur un scanner juste dépistage de nodules pulmonaires, si c'est pas précisé avec score calcique, on va pas guetter et mettre les électrodes au moment du scanner et faire un vrai score calcique guetté pour avoir un Agatston en fait. D'accord. Dans Interception, quand vous faites la demande de scanner thoracique, si c'est systématiquement avec score calcique. Oui. Ah d'accord. Et on fait pas de gating. C'est au fait la méthode de l'étude For in the Lung. Au fait, ça, le programme Poumon a commencé avec l'étude For in the Long Run. Et au fait, eux, ils voulaient valider justement cette histoire de score calcique fait sur un scanner de dépistage sans besoin de gating, d'injection, tout ça. Et donc, du coup, c'est la technique For in the Long Run. Et donc, ils ont publié déjà des choses. Et du coup, donc, on a adapté ça. Donc, c'est juste la machine qui nous dit, qui nous donne le scanner et on le fait systématiquement. Et d'ailleurs, là, avec Impulsion, ils imposent deux choses en plus des nodules. Ils imposent le score calcique et l'emphysème. Le score calcique, par contre, ils ont la méthode semi-quantitative, c'est le score de Shemesh, un truc comme ça, semi-quantitatif, et ils disent qu'ils vont étudier la Gadston, donc dans Impulsion, et puis l'emphysème. Donc ces deux choses sont obligatoires, en fait, ça va être dans Impulsion. Ok, bah, c'est bon à savoir ça. Vous avez fait la demande d'intégrer Impulsion? On a une des radiologues qui a fait la formation spécifique et on a fait une demande à Impulsion d'intégrer. Je ne sais pas si la liste des centres a été actée ou pas encore. Je ne sais pas si vous avez l'information.
Oui, donc là, ils vont mettre à jour la liste parce que nous, on a aussi motivé les autres centres interception pour postuler. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes. Mais normalement, je pense que vous pouvez toujours le faire parce que ils ont fait il y a eu une annonce sur la newsletter de l'Intergroupe français de cancérologie qui disait que les centres qui veulent toujours postuler peuvent le faire. Donc, D'accord. vous pouvez toujours faire, oui. Et du coup, nous, par exemple, il y a une formation là début janvier sur la plateforme qu'ils ont sur plein de choses. Donc, je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais ils vont prendre des gens en plus. D'accord. Donc, ouais, ouais, bah, on va essayer de. Surtout que franchement, je vois le bassin de population à Choisy-le-Roi, il y a quand même beaucoup de fumeurs, hein, j'ai l'impression. Énormément. Nous, en fait, on a un partenariat avec une infirmière, une IPA, Madame Sonetta Vie, du CMP de Choisy-le-Roi. Et du coup, en fait, elle nous adresse ses patients aussi avec des pathologies psychiatriques. Grands fumeurs, c'est énorme, en fait, le taux est là. Et donc, du coup, ça permet de faire plein de choses pour ces personnes. On va bientôt publier nos résultats. Donc les personnes avec des maladies, des pathologies psychiatriques chroniques, bah, ça augmente le tabagisme forcément et toutes les autres addictions, vous avez du cannabis. Ah, Euh, c'est, On peut c'est- remercier Malassi. Ah, elle est géniale, Le Malassi. Malassi et le docteur Aurore Gauguin qui a permis cette. C'est quand même. Alors, c'est pour ça que je me permets là d'intervenir, parce que je reviens sur tout à l'heure les médicaments qu'on voulait utiliser et tout. Là, moi, j'aimerais bien qu'on fasse justement Oui, une concertation ensemble avec les addictologues et tous sur voilà, là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre tous ensemble. Je me tout à permets. fait. Tout Mais à fait. je pense que c'est quand même exceptionnel ce qui a été fait dans ce cadre-là, d'amener ces patients et positivement, il y a une amélioration des structures psychiques, enfin de l'état de santé. Moi, je C'est vous sûr. remercie de les avoir pris parce que ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas simple, mais au fait, à la fin de la journée, vous sentez que vous avez vraiment fait du bien. Bon, bah alors, C'est c'est pas, ça, c'est magnifique, c'est parfait. Mais je pense que c'est à mettre en valeur. C'est un travail qui est quand même exceptionnel, hein, qui est. Au fait, je suis en train de finaliser la base de données et on va bientôt publier ça. Je pense que c'est... Waouh, Ouais, c'est magnifique. Je ne sais ouais. pas si Noam est encore, oui, il doit être là. Parce que bah, publier et recherche, eh ben, bravo, parce que bravo. Bra- Bravo, oui. Bravo pour la publication. Ah, je, est-ce qu'il y avait, je repasse la parole à Morgane, hein, qui anime, hein, le but. En tous les cas, un très grand merci, hein, de votre présentation et puis de travailler sur ces sujets. Et puis à nos collègues radiologues, je pense que ça va aller très très vite. On n'a pas, j'ai pas entendu ou je suis passé à côté. Il y a toujours l'article 51, vous en avez évoqué, voilà, hein, qui J'en ai va. pas parlé, j'en ai pas parlé voilà, mais l'article 51, ça va permettre de financer tout ce qui est à côté du scanner. Donc, au fait, la prise en charge nutritionnelle, la tabacologie, les entretiens motivationnels, donc tout ça, ça va être dans le cadre de l'article 51. Et du coup, le scanner, ça va être la Sécu. Et donc, du coup, donc c'est pour ça aussi que on est dans Impulsion. Donc, ça va être dans le cadre d'Impulsion et après dans le dépistage organisé. Pour le moment, les scanners sont financés dans le cadre de l'HDJ. Donc, c'est une cotation HDJ parce qu'il y a plus un acte en HDJ. C'est comme ça qu'on fait. Mais après, bon, ça va être financé par la Sécu. Donc, faites l'impulsion, ouais, vous prescrivez le scanner. Et ensuite, le patient, il va faire le scanner et comme une mammo de dépistage, c'est la Sécu qui rembourse. Bah, au fait, le patient vient pour un HDJ et donc un hôpital de jour. Et donc, l'imagerie, elle est incluse dans l'hôpital de jour, dans la facturation de l'hôpital de jour. Mais ça veut dire que
il rentre en HDJ, mais vous, le scanner, vous allez le faire où? Vous le faites forcément que à l'IGR ou vous pouvez être amené à lui dire de le faire ailleurs? Pour le moment, on est en train de faire à Gustave Roussy Ah ouais. pour le scanner. Pour les diagnostics, pour les premiers, donc on va dire les nouveaux venus, donc la première participation, c'est Gustave. Après, pour les suivis, on est toujours en train de faire avec Gustave, mais comme je vous ai dit, on est à 700 patients déjà dans notre file, donc et Gustave, c'est pas que le dépistage, donc ils ont pas que nous à faire, donc du coup, à un moment, on va plus pouvoir les faire, et donc et justement, on attend pour que ça soit fait en ville, et voilà, pour que les centres soient bien formés, qu'on puisse faire en ville. On a eu une expérience sur les prescriptions donc de scanners, on a trouvé que c'était euh, pas très adapté. Donc c'était une expérience qu'on a eue avec une boîte pourvoyeuse de logiciels de gestion de cabinets de ville. Et au fait, dans ces logiciels, on a mis le score PLCO qui tourne automatiquement et qui dit au médecin généraliste, votre patient est à haut risque de cancer, adressez-le vers un programme de dépistage. Ils ont le choix entre envoyer à un programme comme Interception ou faire ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ce qu'on a, c'est des patients, c'est des médecins qui sont dans un observatoire. Et du coup, ce qu'on a remarqué, c'est que, au fait, il y a déjà très peu de médecins qui sont sensibilisés, donc très peu qui cliquent sur ce dispositif, donc très peu qui en parlent. Et deuxièmement, quand ils font, il y a beaucoup de médecins qui prescrivent des scanners avec injection, des thoraco-abdominopelviens injectés pour du dépistage du cancer du poumon. Donc c'est vraiment, il y a un vrai besoin de bien, on va dire, parler de ça pour voilà, et éviter les examens supplémentaires irradiants, voilà. Et aujourd'hui, on voit des demandes de médecine générale, scanner low-dose, dépistage de cancer du poumon. Finalement, ces ordonnances, elles s'inscrivent dans quel parcours? Il n'y a pas de... C'est un En peu... général, en C'est général, c'est pas remboursé, hein. c'est une... Ouais, on a de temps en temps patient tabagisme actif, 50 paquets années, dépistage cancer du poumon, scan low-dose. Donc, finalement, en fait, c'est un peu à l'appréciation du médecin. Il souhaite juste voir s'il y a de l'emphysème ou un nodule, mais ça rentre dans aucun parcours, ça. C'est ça. Donc normalement, en Actuellement. fait, vous n'avez pas le droit de le faire. Normalement, il faut dire par exemple 50 paquets années, tout chronique, dyspnée, voilà, c'est comme ça que vous justifiez. D'accord. Donc, sans symptômes, juste dépister un nodule chez un fumeur, normalement, c'est pas remboursé, c'est ça? Allez, ouais, oui, oui. Voilà. Donc, Foch, par exemple, à l'hôpital Foch, ils ont un programme de dépistage, ils font ça. Donc, il y a des ordonnances qui sont faites par les médecins qui adressent, et les ordonnances, c'est dyspnée, je sais pas, symptômes respiratoires. Mais un patient asymptomatique, faire un scanner pour un but de dépistage, ce n'est pas, pour le moment, non. Donc, D'accord. Ouais, il faut que le programme interception, en fait, soit validé. Enfin, impulsion, pardon. oui, il faut que Impulsion montre que c'est faisable et Mm. après que ça soit un dépistage organisé. Et donc nous, on est en parcours de santé dans l'interception poumon. C'est financé HDJ, mais au fait là l'article 51 va prendre tout le reste de toute la journée interception, tout le reste, sauf le scanner. Et ce scanner va être par la Sécu et donc ça va être dans le cadre d'Impulsion au début et ensuite pour être dans le cadre d'un dépistage organisé. Mm. L'impulsion va durer combien de temps? Impulsion, les inclusions, c'est 18 mois. C'est 48 mois par patient et une durée de l'étude de 5 ans et demi. Ah ouais. Donc, ça va être généralisé pas avant 5 ans et demi, alors. C'est ça. C'est D'accord. ça. Après, si vous regardez les autres pays dans le monde, c'est peut-être mieux parce que c'est pas optimal. Donc, regardez les États-Unis, le dépistage n'est pas optimal là-bas. Donc, ils ont fait ça très tôt, voilà. Donc, apprendre un peu des erreurs des autres et tout ça, ça nous permettra d'avoir un bon programme. Et ouais. Ah bah, écoutez, ouais, c'est intéressant. Il n'y a pas plus de cancer en région parisienne avec la pollution qu'ailleurs. Ça, je sais pas trop vous dire.
Je sais pas trop vous dire, mais c'est vrai que quand vous avez plus de pollution, vous avez des endroits où vous avez plus de cancers à détecter, mais je saurais pas trop vous dire. Après, pour le tabac, c'est bien qu'en Île-de-France, ça fume le moins. Avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, on fume moins que les autres régions. Mm. C'est Grand Est, PACA et Occitanie où ils fument le plus, quoi. Ah ouais. Ouais, bah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois l'heure qui tourne et je voudrais pas qu'on bloque trop. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire le ou clap de fin de session? Et s'il y a une autre question, n'hésitez Euh, pas pour peut-être moi, une j'ai une dernière. proposition, juste une proposition avec nos collègues pneumologues et addictologues et tout, de reprendre contact et de retravailler sur ces sujets qui me paraissent très importants. Si vous êtes d'accord, hein, je pense qu'on a, voilà, d'avancer et de bien définir la prise en charge et la coordination ville-hôpital. Si vous êtes d'accord. Je... C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on Voilà. voudrait, nous. Donc, du coup, nous, C'est c'est le bon. but de notre rencontre aujourd'hui. Alors, c'est dommage, on a fait un DPC sur repérage et intervention brève, mais on Hmm. l'a pas fait sur le. Mais on peut essayer, hein, si on s'y met, on va y arriver et on va le faire. D'accord? En tous les cas, un très grand merci de votre présence et puis Avec de plaisir. continuer. Et Merci. n'hésitez pas à poser des questions, hein. Eric, tu peux, enfin voilà, tout le monde peut. Merci, merci encore. Je vous en prie. En tout Oui. cas, vous avez mon mail, donc faites, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais remettre votre mail dans le chat. Chat. Puis voilà, de retravailler, même un jour, on peut tenter un présentiel. Voilà, on aura le plaisir d'être. Avec plaisir. Surtout si vous, s'il y a une garderie, ça, je suis preneuse. Ah ben, voilà, voilà. Alors donc il faut la réunion et la garderie, sans problème, sans problème. On va essayer de vous trouver ça. N'oublie pas, André, hein, c'est la priorité. Mais oui, 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 Sinon, il n'y a pas de réunion qui tienne. mais oui, mais j'ai bien compris. On a déjà essayé des lieux de garde. On a essayé. On avait essayé un soir. On nous a dit ah non, c'est trop tard. Ils vont être couchés. Ah bon, bon, on va trouver des moyens. Vous inquiétez pas, on va trouver. Et si, tu as coupé l'enregistrement, j'espère, parce qu'après, voilà. Mais après, je vais demander les âges et tout, parce qu'on a un lieu qui est quand même l'Institut Méliès. Ça vaut vraiment le coup s'ils ont un certain âge, enfin 5 6 ans, enfin plus, ados, c'est la création des dessins animés. Ça vaut le coup. Ah, c'est joli. Alors, les miens, ils sont encore petits, mais oui, 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 Bon, ben, c'est... on se prépare, on va trouver quelque chose pour les petits. Merci à vous, un grand merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Si vous voulez répondre en quelques minutes avant de tous se quitter. On avait Je ne sais répondu, pas non? si vous voyez. Il y avait un petit test également. Non. Normalement, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez vous connecter ou clap et ça, vous allez directement arriver sur les questions. Et vous aviez effectivement le pré-test lors de l'inscription. C'est les mêmes questions. Et là, on va voir les résultats finalement. Ah, d'accord. Ok. Alors, Allez, on vous des 100%. Pas sûr, hein. Là, il y a 4 personnes qui ont répondu, 5. Alors, combien de décès par cancer dans le monde sont attribués au cancer du poumon? Donc, hop. Donc
un décès sur 5, effectivement. Ouais. Donc on n'a pas 20%. 100%. C'est 20% des décès par cancer. Ensuite, combien de cancers du poumon sont attribuables au tabac? Soit 5 cancers sur 10 ou 8 cancers sur 10. Donc c'était 8 cancers sur 10. On a bon pour les 3 qui participent avec nous. La radiothorax est un examen validé pour le dépistage du cancer du poumon. Donc ça tout le monde sait. Donc faux. Bravo à tous. Quel est le bon examen de dépistage pour le cancer du poumon? Et donc, le scanner thoracique à faible dose sans injection de produit de contraste est le bon examen utilisé dans le dépistage du cancer du poumon, comme vous l'avez dit, docteur Abdayem. Alors, c'est l'avant-dernière. Quel est le facteur de risque le plus important de cancer du poumon parmi ces facteurs, sachant qu'ils sont tous impliqués, mais repérer lequel est le plus important. Donc, soit l'âge de début du tabagisme, la profondeur d'inhalation, le nombre de cigarettes par jour, le nombre d'années de tabagisme. Et donc, effectivement, c'est le nombre d'années de tabagisme. Ah oui. Et la dernière, donc cocher les bonnes réponses. Le dépistage du poumon réduit la mortalité globale, réduit la mortalité spécifique par cancer du poumon de 20%, permet de diagnostiquer le cancer à un stade précoce, doit être associé à une démarche de sevrage au tabac. Donc il y a plusieurs réponses à cocher dans cette question. Donc voilà, c'était réduit la mortalité spécifique par cancer du poumon, permet de diagnostiquer le cancer à un stade précoce et doit être associé à une démarche de sevrage au tabac. La mortalité globale, c'est que l'étude NLST qui a montré ça. Et donc, les autres études n'ont pas été assez puissantes pour le faire. Donc, on va dire que le niveau de preuve n'est pas au top. Par contre, pour la mortalité spécifique, c'est oui. Dommage, t'es allée trop vite, Morgane. Ça Ah, je suis ça allée n'a pas trop pris vite. en compte. Ouais, Ah, mais j'ai coché. t'avais la Et réponse ou pas? après, il m'a marqué. Vos réponses sont pas prises en compte. J'ai fait un mince. Pourtant, elles étaient toutes bonnes. Dommage. Ah, C'est désolée, la j'étais deuxième trop vite. question que je loupe. Oh, Pas non, grave. pas d'inquiétude, non. On le refera à distance, sans Bon, ça va. problème. Tant que tu me mets pas une mauvaise note, tout va bien. Mais non, faut mettre pas de bonne. Mais je plaisante. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup, docteur Abdayem. Avec plaisir. Et merci beaucoup aussi, docteur Khalida Berkane. Vraiment, c'était très riche. Et effectivement, l'important, c'est qu'on arrive à articuler ce beau programme avec toute la richesse qu'il y a sur le territoire d'Octave. Donc, j'ai mis votre mail dans le chat. N'hésitez pas à interagir si ça peut créer des réseaux. C'est tout l'importance. Merci, c'était passionnant. Le dépistage dans le cancer du poumon, s'il avait pu être mis en place il y a beaucoup d'années, ça aurait été vraiment très bénéfique pour la population. Ça aurait Mais bon. sauvé plein de vies. Ah, complètement, complètement. Je suis
Je connais quelqu'un, enfin, on va dire qu'un membre de ma famille a été détecté cancer pulmonaire il y a 2 ans et il a pu se faire opérer et ça a été in extremis, in extremis. Donc, le dépistage, malheureusement, n'existait pas. On n'en parlait pas et il a fallu des symptômes afin de faire tous les examens nécessaires. Et dommage que ce soit pas pris en charge, mais bon, en même temps, la Sécu peut pas rembourser dans toutes les conditions, c'est pas possible. Il faut des symptômes. Voilà. Merci en tous les cas, hein, c'était vraiment super. Avec plaisir. Merci et puis à bientôt, à très À bientôt. bientôt. À Merci. bientôt. Au À revoir à bientôt. tous. Merci Au beaucoup. Merci beaucoup, hein. Au Et revoir. merci Morgane Bonne soirée. d'avoir tout organisé. Merci à vous surtout. Avec plaisir. Merci Eric. Fin d'année à tout le monde. Ouais. Merci.